Les héroïnes ordinaires de plus de 50 ans. Les héroïnes ordinaires de plus de 50 ans. Ce podcast me conduit de surprise en surprise. Et c'est à chaque fois un grand plaisir que d'aller à la rencontre de ces femmes inspirantes, bien dans leur basket, bien dans leur âge. Et je m'aperçois alors que ma peur de vieillir est une construction. Et qu'au contact de ces femmes intéressantes, mes préjugés ou pensées limitantes fondent au soleil. Au contact de leur soleil. Rencontre avec Annie Sarfati, 76 ans, retraitée, traductrice et passionnée de chant, de massage et bien d'autres choses. La joie de vivre au bord des lèvres, malgré la maladie et la fatigue, elle garde toujours en elle le désir d'apprendre et de découvrir de nouvelles choses. Alors, Annie Sarfati, quel âge avez-vous ? J'ai 76 ans. Quel est votre parcours de vie en quelques étapes ? Alors, en quelques étapes, mon parcours de vie. Je suis née en Tunisie. Je suis arrivée de Tunisie, j'avais 7 ans. La petite Tunisienne, française de Tunisie, en fait, qui arrive dans un Paris tout gris et tout sale, en plein hiver. Et il y avait la neige. C'était très, très dur. Comment dire, la coupure, quoi, en quelque sorte. Bon. Je la vis encore aujourd'hui, c'est-à-dire en fait c'était vraiment très difficile. Après découverte du printemps, quand le mois de mars-avril arrive, avec les bourgeons, avec les petits morceaux de vert et de rose qui sortent sur les arbres, c'est tellement joli, ça m'a ébloui, je veux dire, le printemps français, quoi. Et puis j'ai eu une éducation assez stricte, hein. Mes parents arrivaient de Tunisie, donc en fait déjà c'était une éducation qui était moins moderne que l'éducation des jeunes françaises de France, de l'Hexagone. Et donc, du coup, quand j'ai eu 20 ans, je me suis dit, vive la liberté, maintenant je fais ce que je veux. Et donc, c'est ce que j'ai fait pendant à peu près 10 ans. Je me suis dit, tu vas profiter de la vie jusqu'à 30 ans, et à 30 ans, tu auras des enfants. Et c'est exactement ce que j'ai fait, en réalité. Alors, profiter de la vie, ça voulait dire quoi ? Ça voulait dire sortir, danser, chanter, voilà, étudier, parce que j'ai beaucoup étudié, hein, je veux dire, jusqu'à l'âge de à peu près 25 ans. J'ai fait d'abord donc ma licence d'espagnol, ensuite j'ai fait un diplôme de l'Institut français de presse et des sciences de l'information, voilà. Et donc, je me suis dit, j'ai envie de continuer à étudier, mais bon, d'un autre côté, il faut quand même commencer à bosser un jour, quoi. Donc, j'ai travaillé dans une agence de voyage japonaise, comme ils appelaient ça technical visits. C'est-à-dire, j'organisais les visites techniques, les visites professionnelles. Ça m'a bien amusé. Et après, pendant 2 ans, j'ai fait ça. Et pendant 2 ans, j'ai fait de l'animation de classe de neige. Animation, voilà, enfin, j'ai fait plusieurs postes, quoi, en fait, hein. Bon, et ça m'a beaucoup plu aussi comme période de ma vie. C'était très sympa. Jusqu'au moment où je rencontre un homme qui me plaît beaucoup, justement pendant ces classes, c'était des classes de neige là du coup. Et puis on a sympathisé, on s'est connus et on s'est reconnus. Et donc du coup, on est restés ensemble pendant à peu près 3 ans. Et au bout de 2 ans, on a décidé de faire un bébé. Et pendant que je suis enceinte, j'apprends qu'il est très malade et qu'il a un cancer. Donc j'étais au tout début, hein. J'ai dit, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Moi, je garde cet enfant et de toute façon, c'est un enfant de l'amour, donc il n'y a pas à chercher si je garde ou si je garde pas. Et donc, du coup, en fait, je me suis retrouvée seule, le bébé, avec 1 mois et demi. Donc, c'est très difficile à gérer quand on se retrouve seul avec un enfant et que j'étais pas mature. J'étais pas mature. Donc ça m'a obligée à mûrir, difficilement, parce qu'en fait, la seule manière que j'ai trouvée pour mûrir, pour me secouer, parce qu'en fait, je suis quelqu'un d'un petit peu paresseux, c'était de me dire, t'as pas le choix, maintenant, t'es une soldate et t'es au service de l'éducation de cet enfant. Voilà. Et donc, j'ai bossé comme un soldat. J'ai fait 2 années d'études supplémentaires pour pouvoir avoir mon master de traduction anglais-espagnol. Pendant que le bébé était petit, quoi. Je l'ai mis en nounou, mais je l'avais quand même beaucoup avec moi. Et puis après, j'ai passé mon diplôme et je suis devenue traductrice. Voilà. Voilà, grosso modo, ça a été les premières étapes. Et donc j'ai fait 10 ans la traduction. Ça m'a bien intéressée parce que quand on fait de la traduction, en fait,
on traduit les choses qui sont nouvelles la plupart du temps. Surtout en technique et scientifique, c'est tout ce qui est nouveau. Donc, c'est plutôt sympathique d'être au courant des choses nouvelles qui se font. Et puis, au bout de 10 ans, j'en ai eu quand même marre de rester entre les dictionnaires et les bouquins. Ça m'a permis de m'occuper de mon enfant pendant qu'il était petit. Ça, c'était très bien. Mais après, je me suis dit, il faut que je change. J'avais 42 ans. Et qu'est-ce que tu as fait à ce moment-là ? Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? C'est vrai que j'ai suivi déjà depuis l'âge d'à peu près, un peu avant la naissance de mon fils. J'ai commencé de travail thérapeutique parce que je sentais que j'étais pas très bien dans ma peau. Et donc, j'ai fait pas mal de travail sur moi et des stages de développement personnel. Et à 43 ans, je me suis dit, au fond, maintenant, moi, je me sens bien. Donc, j'ai envie de transmettre quelque chose en termes de communication. J'ai envie de transmettre... Alors, du coup, j'ai fait une formation de formateur. Donc, je suis retournée sur les bancs de l'école pendant 1 an, à 43 ans. Et du coup, ma deuxième partie de carrière, ça a été animer des stages de formation à la communication, au management et à la formation de formateurs que j'ai animé aussi. Voilà, ça, c'était ma deuxième partie de carrière. Qu'est-ce que tu as accompli dans ta vie qui te rend fière ? Je pense que vraiment, c'est l'éducation de mon fils. Vraiment. Parce que j'ai réussi, disons, à lui donner le sens de l'autonomie, à ce qu'il ne reste pas collé à moi, malgré le fait qu'on n'était que tous les deux. Enfin, j'ai réussi. Je pense que c'est aussi sa personnalité qui fait ça, parce que c'est toujours été un enfant assez relativement facile, avec de temps en temps des petits soucis, mais pas grand-chose. Et bon, c'est pas pour me vanter, mais quand il est là, il rayonne. Voilà. Donc en fait, je pense que j'ai réussi cette œuvre-là. Quelle est ta philosophie de vie ? Ma philosophie de vie, ce serait de dire instant présent. Instant présent. Vis l'instant présent au maximum. Bon, j'ai beaucoup fait des retraites avec les bouddhistes sur la pleine conscience et ça aide beaucoup parce qu'en fait, c'est vraiment s'arrêter à un moment donné et se dire mais voilà, qu'est-ce que je fais, où je suis, voilà. C'est juste prendre conscience de qu'est-ce qui se passe en ce moment, de la beauté des choses. De la beauté d'une fleur qui s'ouvre, d'un jardin, d'un enfant, d'un sourire d'un enfant, d'un sourire d'un vieux aussi. Je veux dire, voilà, c'est vraiment prendre conscience des belles choses de la vie. Ça, c'est ma philosophie. Et c'est vivre dans l'instant. Alors, c'est pas toujours possible. Des fois, je retourne en arrière. Attention. Et puis aussi, souvent, je fais des projets. Et tu es retraitée depuis quand ? Je pourrais dire que ça fait depuis longtemps, parce que c'était à l'âge de 57, 58 ans. Je suis tombée malade et donc en fait, j'ai dû arrêter de travailler. J'animais des stages de communication et de formation de formateurs. Et j'ai dû arrêter de travailler et ça a été très dur pour moi parce que je me suis dit, mais une fois, 1 an, 2 ans passe, je suis pas bien quoi. Je suis pas bien sans travailler. Je me disais, mais j'ai aucune utilité sociale, ça ne va pas. Je me sens pas bien. Alors du coup, j'ai transféré mes compétences d'animatrice de groupe, je les ai transférées dans des compétences de coach individuel. Donc tu as continué une activité de coach après ? Donc c'est ça. Et je me suis dit, coaching en communication plus cours d'anglais et d'espagnol, puisqu'en fait j'étais spécialisée en anglais et en espagnol. Donc je me suis dit, ça va me faire une base de travail. Je crois que tu es une retraitée très active. Quelles sont tes passions ? Alors, principalement le chant. J'aime beaucoup chanter, j'ai toujours beaucoup aimé chanter. Alors, on peut dire que l'autre passion, c'est le massage. Le massage, j'adore ça. J'ai beaucoup pratiqué. Quand j'étais en région parisienne, je faisais 1 fois par semaine. Il y avait un massage à la maison. Et donc, on avait 3 tables. On pouvait mettre 3 tables dans mon salon. Donc, on pouvait être 6 personnes. Et donc, il y avait un échange, aller et retour, une personne qui masse, une personne qui est massée, après l'inverse. Et après, on faisait auberge espagnole. C'était une soirée délicieuse, une après-midi, une soirée vraiment délicieuse. Je ne suis pas encore arrivée à Toulouse à remettre ça en place, mais ça va peut-être se faire. Sauf que voilà, j'ai eu un accident il y a 2 ans. Et que maintenant, j'ai des broches au niveau des cervicales, avec des plaques, et que je me suis dit, je ne masserai plus jamais, parce que j'ai mal et parce que je suis plus souple comme avant.
Et maintenant, l'envie est tellement là que je me suis dit, je vais recommencer et en essayant d'adapter. Alors, j'ai décidé que je vais déjà faire une formation de massage réflexologie plantaire, déjà. Parce que c'est beaucoup moins fatigant, on est assis, on n'est pas obligé d'aller sur tout le corps. Voilà, enfin, je vais reprendre doucement, d'une façon ou d'une autre. Super, je suis en plein de projets. Quelles sont les activités dont tu ne pourrais pas te passer? Le chant, je pense que c'est le chant. Alors, je dirais le massage, mais je suis bien obligée de m'en passer, voilà. Mais le chant, parce que depuis toute petite, je chante. Et donc, du coup, je chantonne. Voilà, beaucoup. Mais, bon, donc voilà. Si tu veux, c'est plus, comment dire, un plaisir de chanter comme ça. Bon, j'ai chanté beaucoup dans des chorales. Maintenant, avec Sophie, ma colocataire, qui animait des stages de gospel, enfin, qui préparait, qui organisait, j'ai fait pas mal de gospel ces derniers temps. Ça m'a beaucoup plu. Avec Emmanuel Job, qui est un merveilleux maître de chapelle. Et donc, du coup, la question, c'est maintenant quoi en chant? Parce que je me suis découvert des envies d'autres chants, de plein d'autres chants. Et donc maintenant, cette année, j'ai fait du chant géorgien. J'ai fait du chant, afro-caribéen, chant sacré, voilà. Et voilà, et je me suis dit, mais oui, il y en a plein à découvrir, et pourquoi tu te limiterais finalement? Voilà. Et donc voilà, j'ai décidé d'enlever les limites. Comment as-tu vécu ta ménopause? Est-ce que ça a été une étape importante ou pas pour toi? Oui, ça a été une étape importante. Bon, déjà parce que après la ménopause, on ne peut plus avoir d'enfants. Et ça, je l'ai mal vécu, mais mal vécu. Hein. Ça, il y a vraiment eu quelque chose de dur pour moi, de difficile. Voilà. Alors que je n'avais pas l'intention d'en avoir à 50 ans, évidemment. Je sais pas, c'est comme si on m'avait enlevé une partie de moi-même. Ça a été difficile. Alors par contre, je me disais, bon, ok, la ménopause, d'accord, faut pas en faire une maladie non plus. Moi, ça passera comme une lettre à la poste, au point de vue physique, au point de vue physiologique. C'est pas du tout passé comme une lettre à la poste. Ça veut dire la fatigue, les transpirations, voilà, tous les éléments de la ménopause qui font qu'on est extrêmement fatigué et qu'on traverse une période difficile, quoi. Donc je l'ai passé en me disant, mais pourtant tu avais bien décidé que ça serait pas comme ça. Eh ben non. Voilà. Comment vis-tu le vieillissement? Alors je peux dire qu'en fait c'est pas quelque chose qui m'a pesé parce que à chaque étape je me dis il y a des choses à prendre. Il y a des choses à apprendre et il y a des choses à prendre. Ça prend des fois du temps pour apprendre, ça c'est sûr. Parce que apprendre les bénéfices de certains moments de vieillissement, justement, eh ben, c'est pas toujours évident. Maintenant, je me rends compte, par exemple, à 76 ans, que si j'arrive pas à faire quelque chose parce que physiquement c'est trop difficile pour moi, j'accepte complètement qu'on m'aide. Alors j'ai dû apprendre. Ça, c'est pas évident au départ. Voilà. Mais je trouve que les gens sont pas du tout désagréables vis-à-vis des personnes qui vieillissent. C'est simplement que à un moment donné, ça a été mon regard. Le premier jour, la première fois où quelqu'un s'est levé dans le métro pour me donner sa place, je me suis dit, ça y est, je fais vieux. Et donc là, ça a été un coup. Mais en réalité, les gens, ils s'en foutent que tu fasses vieux ou pas. L'important, c'est ce que tu rayonnes, c'est ce que tu émets, c'est ce que tu donnes de toi. Et le reste, on s'en fiche, quoi. Maintenant, je m'en fiche complètement, en tout cas. Qu'est-ce qui est important pour toi que tu aimerais transmettre? Je crois que c'est justement que les choses ont vraiment un sens à n'importe quelle étape de la vie. Et que ce sens, c'est à nous de le trouver, c'est à nous de le bichonner, en quelque sorte. Parce que quelque chose qui peut sembler quelquefois dérisoire, si tu t'arrêtes dessus, tu te dis, mais attends, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose de merveilleux. Voilà, ça peut être une feuille morte, hein, ça peut être n'importe quoi. Voilà, et ça, j'ai envie de... Je sens que c'est quelque chose que je peux transmettre, que je peux montrer. C'est peut-être ça que j'ai appris à mon fils, tu vois. Profiter des choses simples de la vie. Voilà, tout à fait.
Qu'est-ce que la vieillesse t'a apporté? Bon, peut-être que tu viens de me répondre à la question. Peut-être une plus grande capacité d'acceptation. Et quelles ont été les femmes inspirantes de ta vie, s'il y en a eu? Alors, je pourrais dire, il y a ma tante, une sœur de ma mère, parce que c'est une femme très traditionnelle. N'a pas travaillé à l'extérieur, donc couple très uni. Alors, pourquoi elle m'a inspirée? Parce que ma mère n'était pas communicante du tout et qu'elle, elle l'était. Donc, j'ai beaucoup parlé avec elle. Et je me suis dit, parler, ça fait vraiment partie des choses importantes de la vie. Ne pas garder tout ça pour soi. Quand je dis tout ça, c'est-à-dire aussi bien les joies que les peines, si tu les exprimes pas, personne n'en profite, quoi, finalement. Personne ne sait. Et avec ma mère, c'était comme ça. C'était personne ne sait. Moi, je l'ai appelée la princesse japonaise, d'ailleurs. Quels sont encore tes rêves? Ah. Alors là, je vais le dire, mais je ne sais pas si Oui, si, je vais le dire quand même. Ah. Parce que tu sais, j'ai peut-être un petit fond de superstition qui dit, si on dit les choses, peut-être que des fois, ça ne se réalise pas. Je vais supprimer ça tout de suite. Voilà. Et un rêve, ce serait d'aller habiter en Espagne au bord de la mer. C'est pas complètement irréalisable. Non, pas complètement. C'est peut-être en route. En tout cas, dans ma tête, c'est en route, quoi. Voilà. Quelles sont tes limites? Je pense que j'ai encore des limites en termes de communication. C'est-à-dire qu'il y a des moments, parce qu'il faut que je me secoue pour rentrer en communication avec les gens. Je ne rentre pas facilement en communication. Je ne rentre pas naturellement en communication. Une fois que j'y suis, tout se déroule, c'est naturel. Mais pour y aller, je suis obligée de me secouer. Et la limite, elle est là. Des fois, je ne me secoue pas. Et je reste seule et triste. Ah, et je crois que tu as fait un choix particulier de logement, puisque tu es en colocation avec des artistes, et des jeunes et des moins jeunes. Et je trouve ça assez original. Est-ce que tu veux parler de ça aussi? Oui, bien sûr. Ça a été un choix dès que je suis arrivée à Toulouse, il y a 7 ans. Bon, je vivais déjà un petit peu en colocation avant, puisque quand les enfants sont partis, je dis les enfants parce qu'il y avait la fille de mon deuxième mari qui habitait avec moi, qui habitait avec nous. Mon fils est parti aussi. Mon mari est parti parce que j'ai divorcé. Et donc, du coup, je me suis retrouvée toute seule. Et ça a été une forme de colocation puisque j'ai hébergé des étudiants à la maison. Mais ici, c'était très différent parce qu'on était tous les colocs au même niveau. J'étais pas la patronne, en quelque sorte, quoi. Voilà. Et donc, quand j'ai vu l'annonce, colocation d'artistes, internationale, intergénérationnelle, je me suis dit, celle-là, elle est pour moi. Donc, j'ai couru, et je suis venue et j'ai rencontré les colocs. Et c'était Sophie qui m'a reçue. Et tout de suite, ça a collé, quoi, en fait. Ça a été évident que c'était ma coloc. Donc, c'était une belle expérience que tu vis. Si tu avais un message à faire passer aux femmes de 50 ans qui craignent un peu de vieillir, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Je leur dirais, changez votre regard sur vous-même. C'est juste votre regard qui est comme ça. Parce que je me suis rendu compte que des fois, je me sens moche. Alors, vieille ou pas vieille, on s'en fout, mais moche. Mais si par contre, je m'exprime et que je parle avec les gens et qu'il y a quelque chose en moi qui rayonne, les gens, ils voient pas du tout la mocheté. Ils voient pas que je suis pas maquillée, ils voient pas que j'ai des cernes. Ils voient ce que je donne. Donc, en fait, c'est vraiment ça. C'est le regard sur soi. Arrête de regarder tes cernes et regarde ce que tu as à l'intérieur et donne-le. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui te donne encore ce feu et ce goût de la vie? Peut-être que c'est quand je me compare avec des personnes qui sont moins gâtées que moi. Parce que j'ai des soucis au point de vue santé, j'ai une fibromyalgie, ça me fatigue. Ça me facilite pas la vie parce qu'en fait, je suis tout le temps fatiguée, enfin presque tout le temps. Et je suis obligée de limiter mes activités pour pouvoir me reposer. Mais en même temps, quand je compare à, par exemple, ma colocataire qui s'appelle Sophie et qui a un début d'Alzheimer, je me dis, mais t'es gâtée, ma fille, t'es gâtée par la vie, quoi, en fait. Hein. Voilà. Donc, c'est quand je me compare à des gens qui ont plus de difficultés que moi, je me dis, bon, sois contente de ce que tu as, de ce que tu es, et profite-en le plus longtemps possible. Merci. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter auquel je n'ai pas pensé, que tu aimerais dire dans cette interview? Je dirais en anglais, make the most of it.
C'est-à-dire, c'est carpe diem, quoi, en quelque sorte, quoi, voilà. Le bonheur des petites choses, l'ici et maintenant. Encore un autre carpe diem ou profite de la vie. Sur ces mots et ces quelques pépites, ce podcast se referme. Si vous aimez, partagez-le. Vous pouvez aussi participer à ma cagnotte Ulule. Le lien est dans l'introduction écrite. La semaine prochaine, j'irai à la rencontre de Martine, 70 ans, une femme médium, thérapeute holistique, qui le temps d'une heure m'a fait entrer dans son univers un peu ésotérique et passionnant.